Bonsoir. Merci d'abord pour cette invitation chez les héritiers intellectuels de Frédéric Bastiat. J'en suis très honoré. Alors, vous m'avez appelé à me présenter d'abord. Donc, je vais commencer par là. J'ai commencé ma carrière, il y a déjà bien longtemps, au ministère des Finances, dans un service qui s'appelait à l'époque la direction de la prévision, qui depuis a été fusionné avec une autre direction de Bercy qui s'appelle la direction du Trésor. Et cette direction de la prévision, comme son nom l'indique, faisait les prévisions économiques sur lesquelles les budgets sont fondés, et puis faisait aussi des études économiques et du conseil en politique économique pour le ministre, son cabinet et les autres directions de Bercy, ce qui a été repris donc par la direction du Trésor. Et j'ai été pendant quelques années le sous-directeur chargé des finances publiques de cette direction. Puis ensuite, j'ai été nommé à la Cour des comptes, où j'ai exercé mon métier de magistrat, je dirais classique, pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on me demande d'écrire un rapport que la Cour publie chaque année depuis une dizaine d'années, qui est un rapport qu'on appelle sur la situation et les perspectives des finances publiques, qui est, je pense, un des plus importants des rapports de la Cour et que j'ai écrit pendant 8 ans. Et il y a bientôt 4 ans, je me suis mis, disons, en congé sabbatique de la Cour. Ça s'appelle une disponibilité dans le jargon de la fonction publique, pour créer une petite association qui s'appelle FIPECO, Finances publiques et économie, et qui a surtout un site internet sur les questions de finances publiques. J'essaye de faire un peu de pédagogie. Alors, vous m'avez demandé de parler ce soir de 40 ans de déficit public en France. Alors, déficit public, d'abord, de quoi parle-t-on? De quoi vais-je parler? Le déficit public, au niveau international, et le plus souvent, quand on en parle en France, c'est pas le déficit de l'État seulement. Notamment parce qu'au niveau international, la répartition des compétences est très différente d'un pays à l'autre, entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc au niveau international, la seule chose qui compte, et c'est de ça qu'on va parler, c'est du déficit ou de l'excédent, d'ailleurs, dans certains pays, de l'excédent, du solde, de ce qu'on appelle les administrations publiques. C'est un concept de statistique, de comptabilité nationale. Et les administrations publiques, c'est l'État, bien sûr, mais c'est aussi les collectivités locales, les régimes de sécurité sociale, et je dirais, pour simplifier, tous les établissements publics ayant une activité dans un secteur non concurrentiel, donc administratif pour l'essentiel, qui sont contrôlés soit par l'État, soit par des collectivités locales. Donc le déficit public, en fait, et la dette publique, c'est le déficit et la dette consolidée de l'ensemble de ces administrations publiques, hein, pas seulement de l'État. Donc le déficit public. Alors, pour parler de ces 40 ans de déficit, je vais vous présenter quelques graphiques. J'espère que vous pouvez les voir. Ce n'est pas totalement évident depuis le bout de la dernière table. Donc je vais essayer de les commenter en faisant comme si vous ne les voyiez pas trop. Donc le premier de ces graphiques, il vous présente le solde des administrations publiques. Alors en France c'est un déficit, mais dans d'autres pays c'est un excédent. Le solde des administrations publiques depuis 40 ans, depuis 1978. Alors ce que vous voyez ou non, c'est que ce solde il est très fluctuant. Il est très fluctuant, mais enfin il y a une caractéristique, c'est qu'il n'est jamais repassé au-dessous de zéro. Il a été très proche de zéro en 1980. On était un chouïa de l'équilibre. C'était l'époque de Raymond Barre, mais pas tout à fait l'équilibre quand même. La dernière fois où ce solde a été positif excédentaire, c'était en 1973, avant le premier choc pétrolier. L'autre caractéristique qu'on voit sur ce graphique, c'est donc ce solde, il est très fluctuant et il s'est fortement creusé à certains moments. Et il s'est fortement creusé lorsqu'on a connu des récessions. On en a eu 2 sur cette période, en 1993 et en 2008-2009. Donc là, il a plongé dans ces 2 années, mais il s'est fortement creusé certaines années où il y a eu un net ralentissement de l'activité économique.
Ça a été le cas au début des années 80. On a eu un deuxième choc pétrolier au début des années 80. Et puis on a eu aussi une petite période de ralentissement dans les années 2002-2004. Donc ce sont des années où il s'est creusé mécaniquement, parce que s'il y a moins de croissance, il y a moins de recettes. Donc de manière totalement mécanique, le déficit se creuse. Et puis aussi parce que lorsque l'activité va mal, eh bien souvent, on a mené, comme les autres pays d'ailleurs, des politiques de relance budgétaire. Donc on ne s'est pas contenté de voir le déficit s'aggraver, on l'a aussi accru par des mesures de relance. Alors il y en a eu notamment au début des années 80, c'était la grande politique de relance lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 82, mais on a fait aussi de la relance au début des années 90 et puis aussi en 2008-2009. Et puis après, donc on a des creux, le déficit. Alors on le ramène toujours en pourcentage du produit intérieur brut. Pourquoi? Parce qu'un déficit en euros en 1978, ça n'a pas exactement la même signification qu'en 2018. En plus, en 1978, il n'y avait même pas d'euros, il y avait encore des francs. Donc si vous voulez faire des comparaisons sur longue période, il faut ramener ça à une mesure un peu commune qui puisse permettre de faire des comparaisons. Et c'est pareil si vous comparez le déficit public d'un pays à l'autre. 1 euro de déficit public, ça n'a pas la même signification en France, en Belgique et à Malte. Donc ce que font les économistes, ce que font tout le monde d'ailleurs, c'est de ramener ça au produit intérieur brut, c'est-à-dire ce qu'on produit chaque année. Donc ce déficit public en pourcentage du produit intérieur brut, il a quand même atteint à un certain moment 7%, voire un peu plus de 7% du produit intérieur brut pendant la récession de 93 et ensuite pendant la récession de 2009. Et après, il a diminué progressivement, lentement, beaucoup plus lentement qu'il n'a baissé. Et ce que montre ce graphique, c'est qu'on a toujours eu beaucoup de mal à revenir à la situation antérieure. Alors là, la dernière période, depuis 2010, ça remonte. On est encore à 2,5% du produit intérieur brut en 2018. Ça va peut-être continuer à remonter un peu. Bon, je n'ai pas poursuivi ce graphique. Alors, le résultat, le déficit public, il est financé par l'emprunt. Donc si vous avez le déficit public de chaque année, il augmente la dette publique de manière totalement mécanique. Donc la dette publique, le résultat de l'accumulation de ces déficits publics depuis 40 ans, c'est une dette publique qui augmente. Donc la courbe, elle est croissante. Alors elle n'est pas régulièrement croissante, vous voyez qu'il y a des périodes où elle augmente beaucoup plus, c'est les périodes où le déficit public a été très important. C'est les périodes de récession, c'est les années 92-94, et puis c'est 2008, 2009, 2010, où là on a une accélération de la dette publique, mais grosso modo, avec ces accélérations, un ralentissement pendant les années où ça allait bien et où le déficit était plus faible, mais la tendance est quand même nettement croissante. On était à 20% du produit intérieur brut il y a 40 ans, et on est aujourd'hui à presque 100%. 98,5%, comme diraient les mathématiciens, on tangente les 100%. On n'est plus très loin. Alors d'où viennent ces déficits publics? Le déficit public, c'est un solde, c'est le solde des recettes et des dépenses des administrations publiques. Donc on va commencer par les dépenses. Les dépenses publiques, si on regarde leur évolution en pourcentage du produit intérieur brut depuis 40 ans, on a aussi des fluctuations. Parce que, à nouveau, c'est le rapport des dépenses publiques au PIB, donc c'est un ratio, donc avec un numérateur et un dénominateur. Donc ce ratio, il évolue parce que le numérateur augmente plus ou moins vite, mais aussi parce que le dénominateur, le produit intérieur brut, augmente plus ou moins vite. Dans les périodes de récession ou de fort ralentissement de l'activité, comme en 93 ou comme en 2009, le dénominateur, le PIB, il diminue. Il a diminué en valeur en 2008-2009. Et le numérateur, les dépenses publiques en euros, elles ne diminuent pas autant. Elles sont beaucoup plus inertes, en fait. Donc ce ratio, on voit qu'il a fortement augmenté, dépenses publiques, ça a fortement augmenté. Par exemple, en 93,
Et en 2009, il y a des hausses tout d'un coup. Et puis après, ben, on a des périodes de baisse parce que l'activité repart, le dénominateur, le PIB, croît un peu plus vite. Et puis aussi souvent parce qu'on essaye quand même de faire quelques efforts, quelques économies. Donc on a cette évolution un peu heurtée depuis 40 ans, mais la tendance est quand même assez nettement croissante. Alors elle était très croissante au début. Disons de 78 là, pendant les 10 premières années, de 78 à 88. Si j'avais commencé mon graphique beaucoup plus tôt, c'est-à-dire dans les années 60, vous auriez vu que la pente était nettement croissante depuis le début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. On a eu une période pendant d'abord les 30 glorieuses et puis après au début des années 70 de très forte augmentation des dépenses publiques et notamment des dépenses publiques sociales. Et puis après, à partir du milieu des années 80, on est sur une pente qui reste toujours croissante, avec donc des fluctuations qui croient moins quand même, mais qui croient quand même, alors que dans d'autres pays, la pente a été décroissante. Dans d'autres pays, par exemple les pays scandinaves, ça a diminué, pendant que nous, on est toujours sur une évolution, une hausse tendancielle, irrégulière, mais quand même tendancielle, de ce ratio des dépenses publiques au PIB. Alors dans les dépenses publiques, qu'est-ce qui a augmenté sur toutes ces périodes? Les dépenses publiques, c'est quoi? On le verra un peu plus tard, mais les dépenses publiques, aujourd'hui, c'est pour la moitié des dépenses sociales, c'est les prestations sociales. Le quart des dépenses publiques, c'est les retraites. Et puis, pour un quart, c'est les dépenses de fonctionnement des administrations, la masse salariale, etc. Ce qui a augmenté le plus sur ces 40 dernières années, ce qui explique cette évolution croissante, c'est les prestations sociales. Et sur la fin de la période, sur les dernières périodes, c'est les retraites. Les retraites et ensuite l'assurance maladie. Mais l'explication, c'est la cause essentielle de cette augmentation. Donc une hausse des dépenses publiques au cours de ces dernières années, sur ces 40 ans. Après, donc le déficit public, c'est des dépenses moins des recettes. Les recettes, c'est essentiellement ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est à la fois les impôts et les cotisations sociales. Ce ne sont pas les seules recettes des administrations publiques. Le taux des prélèvements obligatoires aujourd'hui, en pourcentage du produit intérieur brut, c'est 45-46%. La part, le poids des dépenses publiques dans le PIB aujourd'hui, c'est 56%. Donc il y a un écart de 10 points entre le taux des prélèvements obligatoires et la part des dépenses publiques dans le PIB. Ces 10 points, ça s'explique par le déficit. Bon, mais c'est seulement 2,5 points, le déficit aujourd'hui. Donc le reste, ce sont des recettes publiques qui ne sont pas des prélèvements obligatoires. Si vous payez, ou vos enfants payent des droits d'inscription à l'université, ce n'est pas des prélèvements obligatoires. Lorsque l'État reçoit des dividendes d'entreprises dans lesquelles il a des participations, ce n'est pas des prélèvements obligatoires, ce sont des recettes publiques. Ça va dans les caisses de l'État ou ça va dans les caisses des collectivités locales ou d'établissements publics, mais ce ne sont pas des impôts ni des cotisations sociales. Donc vous avez un écart important, donc ça explique un écart important avec le déficit entre le taux des prélèvements obligatoires, aujourd'hui à 45%, et le poids des dépenses publiques dans le PIB qui est 10 points de plus, plutôt 55 ou 56. Donc ce taux des prélèvements obligatoires, c'est un peu comme les dépenses publiques. Il augmente, il était à 37% en 78, il est aujourd'hui à 45%. Donc on a là un peu le même profil que pour les dépenses, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse très importante dans la première dizaine d'années, de 78 vers le milieu des années 80, qui est la prolongation d'une hausse qu'on avait déjà dans les années antérieures, dans les années 60 et 70. Donc on est monté, dès le milieu des années 80, on était au-dessus de 40%, on était à peu près à 42% au milieu des années 80. Et puis depuis le milieu des années 80, ça augmente tendanciellement un peu, puisqu'on est passé de 42 à 45, mais ça n'augmente plus beaucoup et ça fluctue. Donc depuis, ça fluctue.
à la fois parce que, à nouveau, c'est un ratio, donc c'est les prélèvements obligatoires en euros sur le PIB en euros, donc ça dépend aussi des évolutions du PIB. Donc lorsque le PIB diminue fortement ou chute, comme en 2009-2010, eh ben à ce moment-là, ça peut conduire à des hausses des prélèvements obligatoires. Et puis ces années-là, on a aussi, bien souvent, on a des mesures de relance, on baisse les prélèvements obligatoires pour faire de la relance dans ces années-là. Donc il y a des fluctuations liées à la conjoncture, liées aux politiques de relance. Et puis on a depuis 40 ans, on joue un peu au yo-yo fiscal. C'est-à-dire que il y a des années, des périodes où on baisse les prélèvements obligatoires assez fortement. Et puis on s'aperçoit quelques années, un petit peu après, que ça aggrave le déficit public. Donc ça ne va plus parce que on ne respecte plus les règles européennes, voilà, le déficit s'aggrave, donc on réaugmente les prélèvements obligatoires. Donc aujourd'hui on est dans une phase de baisse. Dans les années 2018-2022, ça baisse quand même beaucoup, et ça va baisser en 2022. Il y a eu des baisses de même importance dans le passé. Les baisses les plus importantes dans le passé, c'était en fait autour des années, ça a été autour des années 2000. Après 2002, 2003, 2004, pendant la période Jospin, il y a eu de très fortes baisses des prélèvements obligatoires, notamment de très fortes baisses de cotisations sociales liées au passage aux 35 heures. Plus une baisse de la TVA, une baisse de l'impôt sur le revenu, mais après, on les a réaugmentées. Vous avez eu des baisses importantes au début aussi de la période Sarkozy, c'était la loi TEPA, donc il y a eu des baisses importantes de prélèvements obligatoires, mais après, on les a augmentées. Donc la phase actuelle de baisse, si on regarde l'histoire, se finira peut-être par une phase de hausse. En tout cas, ça s'est passé comme ça historiquement jusqu'à présent. Alors, le résultat de cette histoire, c'est que nous avons aujourd'hui un solde des administrations publiques, un déficit public, qui, quand on le compare à celui des autres pays européens, si on compare aux grands pays européens qui sont sur ce graphique, on a le plus élevé avec l'Espagne. Si j'y ajoutais les pays plus petits, nous avons aujourd'hui en 2018, nous avions le déficit public le plus élevé de l'Union. Nous étions au 3e rang de l'Union européenne. Voilà, avec l'Espagne, à égalité avec l'Espagne, on est au 3e rang de l'Union européenne. La moyenne de l'Union européenne de la zone euro, c'est un petit déficit public de l'ordre de 0,5 points de PIB. Et vous avez des pays en excédent, alors vous avez l'Allemagne, ça c'est bien connu, mais vous avez les Pays-Bas qui ont aussi un gros excédent, puis vous avez la Suède, par exemple, qui a un excédent confortable de ses comptes publics. Nous sommes avec l'Espagne et l'Italie. Pour ce qui est des dépenses publiques, là aussi c'est bien connu, nous sommes numéro 1. Nous sommes numéro 1 de l'Union européenne, donc là je n'ai mis que des pays de l'Union européenne. Les autres pays de l'OCDE ont des ratios de dépenses publiques plus faibles que les Européens. Donc étant les premiers de l'Union européenne, on est assez mécaniquement les premiers de l'OCDE. Parce que les pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, etc. ont des niveaux de dépenses publiques en général qui sont nettement plus faibles que la moyenne européenne. Donc nous avons le taux de dépenses publiques donc, le plus élevé de l'OCDE, de l'Union européenne. Il y avait jusqu'à ces dernières années, on était dépassé par les pays scandinaves qui, dans les années 70-80, avaient un taux de dépenses publiques qui était supérieur à 60% du produit intérieur brut, donc nettement supérieur au nôtre. Les pays scandinaves ont fortement réduit leurs dépenses publiques dans les années 90, en particulier 2000. Et aujourd'hui, la Suède a un ratio de dépenses publiques qui est seulement de 50% du PIB contre 56% en France. Quant au prélèvement obligatoire, nous sommes aussi au premier rang. Nous sommes les premiers, à la fois de l'Union européenne et de l'OCDE. Il y a des pays qui ne sont pas très loin, la Belgique. Ces dernières années, on a toujours été au niveau
On a toujours été sur le podium, mais parfois on a été devancé par le Danemark encore, bon, ouais, la Finlande, et toujours les pays scandinaves qui ont des prélèvements quasiment aussi élevés que nous. La Belgique aussi a un taux de prélèvement obligatoire qui est très élevé, mais dans les grands pays, l'Allemagne a un taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui qui est de 40%, alors que nous, on est à 46, 47%. Et le Royaume-Uni a un taux qui est encore plus bas que celui de l'Allemagne. Ce graphique, j'aime beaucoup ce graphique, mais il est très inquiétant. Je l'aime parce qu'il est inquiétant. Sur ce graphique, j'ai reporté les dettes publiques de la France et de l'Allemagne, en pourcentage du PIB. On est parti au même niveau en 97. Alors je n'ai commencé qu'en 97 parce qu'avant 97 c'était la réunification. Et puis même avant la réunification, il n'y avait pas d'Allemagne. Il y avait deux Allemagnes, donc la comparaison est difficile. Mais si on commence l'histoire en 97, la France et l'Allemagne avaient le même déficit public, 60% du PIB. C'est le seuil du traité de Maastricht. Je signale au passage que ce qui est écrit dans le traité de Maastricht, ce n'est pas que la dette publique doit être inférieure à 60% du PIB. C'est la dette publique doit être inférieure à 60% du PIB, et si elle est supérieure, elle doit être sur une tendance décroissante. Si le traité avait seulement dit la dette doit être inférieure à 60% du PIB, d'abord la France et l'Allemagne étaient à la limite, et surtout l'Italie et la Belgique étaient en 97 à des niveaux beaucoup plus élevés. L'Italie et la Belgique ne seraient jamais entrées dans la zone euro si la règle avait été il faut que ce soit en dessous de 60%. Donc la France et l'Allemagne étaient à la limite de ce seuil en 97, 98, quand on a créé l'euro. Et ensuite, les dettes publiques françaises et allemandes ont évolué de manière quasi identique. Quasi identique. Et c'est seulement à partir de 2010 que ça diverge. Et alors là, ça diverge totalement, complètement. Aujourd'hui, en 2010, la France et l'Allemagne avaient à peu près le même niveau d'endettement, un peu supérieur entre 80 et 85% du PIB. Aujourd'hui, la France est quasiment à 100%. L'Allemagne en 2018 était à 61%. Il est fort probable que l'Allemagne, à la fin de 2019, soit en dessous du seuil du traité de Maastricht, en dessous de 60%. Donc ça diverge complètement. La divergence, en fait, elle ne date pas réellement. Enfin, sur la dette, la divergence de la dette publique, elle date de 2010, mais les causes de cette divergence sont antérieures. Les causes de cette divergence, on les trouve dans les années 2003-2008. C'est la période Schröder en Allemagne et la période Chirac en France. Je vous ai dit, pendant les années, au tournant des années 2000, en fait pendant la période Jospin en France, mais en Allemagne aussi, pour les mêmes raisons, on a fait beaucoup de baisse des prélèvements obligatoires, parce que c'était des années de très forte croissance, début des années 2000, le tournant des années 2000. C'était l'époque de la nouvelle économie, voilà, tout le monde était optimiste, et donc en France on a vidé la cagnotte, mais les Allemands ont fait pareil, en fait, un peu pour les mêmes raisons, parce qu'ils se sont illusionnés sur le fait que la croissance était forte, que les déficits baissaient et que ça allait pouvoir continuer comme ça éternellement. Donc on s'est dit c'est le moment voilà, de vider la cagnotte, donc on a fait la même chose, et puis je vous ai dit, après en 2002-2003 on a eu un ralentissement de l'activité, et donc ce ralentissement il s'est traduit automatiquement par des déficits publics qui se sont creusés. Et en 2003, 2002-2003, la France et l'Allemagne se sont retrouvées toutes les deux au-dessus du critère de 3% du PIB de déficit public du traité de Maastricht. Nous étions tous les deux en infraction. Nous avons obtenu, la France et l'Allemagne, conjointement, ont obtenu de leurs partenaires que, disons, qu'ils ne soient pas trop méchants avec nous, et donc on nous laisse un peu de temps pour réduire nos déficits en s'engageant à faire des réformes, etc. L'Allemagne a fait ces réformes, la France ne les a pas faites, mais à court terme, ça a coûté cher à l'Allemagne. À court terme, ça s'est traduit en Allemagne, ça a eu des effets négatifs sur l'activité.
ça s'est traduit par une récession en Allemagne. Il y a eu une récession en 2003. Donc, l'impact des mesures de redressement des comptes publics prises par le gouvernement allemand pendant cette période a été compensé sur le déficit public par le fait que l'activité a baissé en Allemagne, au début, à court terme. Donc au début, les déficits publics allemands est resté important et la dette publique allemande, en fait, elle a continué à évoluer comme la dette française. Et c'est seulement au bout de quelques années que les efforts de l'Allemagne ont payé. Ça a commencé à payer en 2006-2007, au bout de 2-3 ans, 3 ans, 4 ans. Et en 2007, à partir de ce moment-là, l'Allemagne s'est retrouvée, juste avant la crise, la France avait toujours un déficit public en 2007, juste avant la crise de 2008-2009. La France avait toujours un déficit public qui était juste en dessous de 3%, vers 2,5% du PIB. L'Allemagne était quasiment revenue à l'équilibre en 2007. Alors ça ne s'est pas non plus tout de suite vu sur la dette publique, parce qu'en 2008-2009, on a eu la crise. Et la crise, il s'est trouvé qu'en Allemagne, la crise a été très dure pour les banques allemandes. Les banques allemandes ont beaucoup plus souffert de la crise de 2008-2009 que les banques françaises. Et les Allemands ont été obligés de renflouer un certain nombre de leurs banques. Le gouvernement fédéral et les Länder. Et donc, l'Allemagne, le gouvernement, l'État fédéral et les Länder ont été obligés de s'endetter dans les années 2008, 2009, 2010, de s'endetter fortement pour recapitaliser et prêter à une grande partie des banques, des institutions financières allemandes. Donc, ce qui a conduit à une évolution de la dette publique, à nouveau, dans les années 2008, 2009, 2010, qui encore était très proche de la dette française, mais pour des raisons totalement différentes. Parce que nous, c'était parce qu'on avait un déficit public très élevé, c'est pas parce qu'on avait besoin de renflouer notre système financier, qui, en fait, heureusement d'ailleurs, s'est très bien porté, s'est très bien sorti de la crise, à une ou deux exceptions près. Et donc c'est seulement à partir de 2010, lorsque les banques allemandes ont commencé à rembourser ce qu'elles devaient à l'État fédéral allemand, que l'État fédéral allemand a pu alors, avec des déficits qui étaient très faibles, qui sont devenus des excédents, a pu voir sa dette commencer à diminuer très fortement et très vite. Donc on le voit sur ce graphique, la divergence qu'à partir de 2010, mais la cause profonde de cette divergence, elle est d'avant. Elle est de la période des années Schröder-Chirac. Et depuis, on diverge. Les Allemands accumulent des excédents et voient leur dette baisser. Nous, on maintient nos déficits et notre dette est tout juste stabilisée, un peu en dessous de 100% du PIB. Je dis que ce graphique est inquiétant parce que il est inquiétant pour l'avenir de la zone euro, pour moi. C'est-à-dire que, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne. Je pourrais faire le même graphique avec les Pays-Bas, la Suède, etc. D'un côté, donc d'un côté le nord de l'Europe et de l'autre côté le sud de l'Europe. J'aurais d'un côté un graphique un peu comme la dette allemande avec celle des Pays-Bas, celle de la Suède, celle de l'Autriche, celle de la Finlande, etc. Et puis j'aurais des évolutions à peu près pareilles avec les dettes italiennes, espagnoles, portugaises, etc. Donc il y a un divorce qui est en train de se faire, de se creuser entre le nord et le sud de l'Europe, qui pourrait poser des problèmes à terme. Il n'est pas évident que la solidarité financière de l'Europe, qui est nécessaire pour la cohésion de la zone euro, puisse dure indéfiniment. Ce n'est pas un problème à court terme, mais ça pourrait le devenir à très long terme. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là? Il y a de multiples raisons. Je pense qu'une des raisons, je suis devant le cercle Bastia, le club Frédéric Bastiat, donc je pense que une des raisons les plus fondamentales, je pense que Bastiat l'avait très bien vu, alors je vais sans doute déformer la citation, mais c'était quelque chose comme l'État est cette très grande fiction à travers laquelle la population d'un pays, tout le monde vit aux dépens, et tout le monde essaye de vivre aux dépens de tout le monde. Je pense que fondamentalement, il y a quelque chose comme ça en France. Nous avons parce que fondamentalement, nous avons une incapacité à maîtriser nos dépenses publiques. C'est pour ça que nous avons des déficits, autant de déficits publics. Une incapacité à maîtriser les dépenses publiques, tout en n'aimant pas payer les impôts.
Ce qui se traduit par le fait que régulièrement, on baisse les impôts. Puis après, on s'aperçoit que, comme on n'a pas baissé autant les dépenses publiques, il faut les relever à nouveau. Bon. Donc, ça fait déjà 40 ans, ça fait 40 ans qu'on a ce genre de cycle. Mais fondamentalement, le problème, c'est donc qu'on n'arrive pas à réduire les dépenses publiques. Alors, on a fait des efforts quand même. Tendanciellement, le rapport des dépenses publiques au PIB, il augmente moins vite que dans les années 60-70. Et puis au cours de ces dernières années, si on prend ces 10 dernières années, la croissance des dépenses publiques en euros est quand même beaucoup moins forte que dans les années 2000 ou que dans les années 90. Elle a fortement ralenti. Mais le problème, c'est que l'activité économique a aussi fortement ralenti. On a une croissance économique sur ces 10 dernières années qui est beaucoup plus faible que dans les années 2000. Et qui, dans les années 2000, était plus faible que dans les années 90, qui était plus faible que dans les années 80, etc. Donc on a un ralentissement de l'activité économique et on n'arrive pas, donc on freine la croissance des dépenses publiques, mais pas autant. Pas autant. Alors que d'autres pays ont su le faire. Les Scandinaves ont su le faire, les Allemands l'ont fait pendant la période Schröder, et d'autres pays l'ont fait. Donc on n'arrive pas à le faire parce que je pense en effet fondamentalement que nous voulons, et on le voit encore, et on le voit encore plus depuis l'automne 2018, les Français veulent plus de services publics et plus de redistribution, tout en voulant aussi moins d'impôts, mais quand on leur explique que comptablement il y a peut-être un problème, ils ont une solution toute simple, c'est il suffit d'aller prendre l'argent où il est, c'est-à-dire chez les riches et dans les caisses des multinationales. Bon, le problème c'est qu'on le fait déjà depuis très longtemps, en réalité en France. On le fait de très longtemps, on a un taux d'imposition, si je distinguais dans les prélèvements obligatoires sur le capital, sur le patrimoine, sur les entreprises, c'est là où on a les prélèvements obligatoires les plus élevés. Si on fait une comparaison, si on distingue dans les prélèvements obligatoires, les économistes distinguent souvent les prélèvements obligatoires sur le capital, le travail et la consommation. Les impôts sur la consommation en France, ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs. Les impôts qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, c'est les impôts sur le capital et aussi sur le travail, mais proportionnellement un peu moins. Donc le problème, il est là. Donc, augmenter ce type d'impôt, c'est ce qu'on fait depuis déjà très longtemps. Ça ne marche pas vraiment. Donc on a ce problème qui est culturel, qui date, Frédéric Bastiat l'avait déjà bien repéré. Pour reprendre un autre grand classique du 19e qui est Tocqueville, quand on lit l'Ancien Régime et la Révolution, on s'aperçoit que ça ne remonte pas au 19e, ça remonte au 18e et bien avant. Ça remonte à l'Ancien Régime. C'était exactement pareil au XVIIIe siècle. Il y avait les mêmes demandes vis-à-vis de l'État à l'époque. Voilà, donc nous avons un problème culturel. On a une responsabilité, je pense aussi des économistes français. Alors vous savez qu'il y a toujours eu un grand débat entre les économistes keynésiens et classiques. Les économistes keynésiens vous expliquaient qu'en augmentant les dépenses publiques et le déficit public, vous allez avoir un effet sur les positifs sur l'activité. Les économistes classiques vous diront qu'il faut être plus orthodoxe et qu'il faut mieux, je dirais, favoriser l'offre plutôt que la demande. Les deux ont raison, en fait. Les deux ont raison, mais ils ne se placent pas à un même horizon temporel. Les keynésiens ont raison à court terme. Je suis keynésien à court terme. Je pense que si on réduit les déficits publics, en augmentant les prélèvements ou en baissant les dépenses, on a des effets négatifs sur l'activité à court terme. Il ne faut pas se faire d'illusions. En revanche, c'est bon à long terme. Ces effets négatifs, ils ne durent pas. Et si vous baissez les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques, vous pouvez améliorer la compétitivité, etc. Et donc ça a des effets favorables à long terme. Mais à long terme. Donc le clivage, il est entre ceux qui ont un horizon
de court terme et ceux qui ont un horizon de moyen à long terme. Et la plupart des économistes français keynésiens sont d'ailleurs d'accord avec moi. Ils diront, ben oui, c'est vrai, à long terme, voilà, politique de relance budgétaire, à long terme, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt qu'à court terme. Donc après, tout dépend de la priorité que vous accordez au court terme et au long terme. Et je pense qu'en France, on a toujours, sous l'influence d'une bonne partie des économistes français, on a toujours beaucoup trop privilégié le court terme par rapport au moyen long terme. Ce qui est un peu normal aussi. Politiquement, l'horizon des politiques, c'est pas le long terme, c'est la prochaine élection. Mais bon, en tout cas en France, dans d'autres pays, moins, comme l'a montré. Et je vais reprendre l'exemple de ce qui s'est passé dans les années 2000. J'ai dit l'exemple Chirac-Schröder. On est exactement, c'est exactement ça. L'Allemagne l'a payé à court terme, les mesures Schröder. Et Schröder l'a payé politiquement. Mais l'Allemagne l'a payé économiquement. L'a payé par une récession, une augmentation du chômage pendant 1, 2, 3 ans. Puis après, c'est allé mieux. Et aujourd'hui, l'Allemagne fait ce qu'elle veut. Bon. Mais ça, en France, bah, ça ne passe pas. Alors, ça ne passe pas aussi parce que réduire les dépenses publiques, c'est pas facile. Réduire les dépenses publiques, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, vous voyez peut-être sans doute encore moins ce tableau. Dans ce tableau, bah, je décompose les dépenses publiques en France, en Allemagne, dans l'Union européenne et dans la zone euro par fonction. Fonction, c'est retraite, santé, logement, famille, défense, éducation, sécurité intérieure, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, le gros écart, le plus gros écart entre la France, l'Allemagne, l'Union européenne et la zone euro, c'est les retraites. Les retraites en France, si on y ajoute la dépendance, etc., c'est quasiment 15% du produit intérieur brut. En Allemagne, c'est 11%. Et la moyenne de l'Union européenne, c'est 11,5 ou à 12,5. Ça vous explique 2 à 3 points. Sur les 10 points d'écart entre la France et l'Union européenne, vous avez 3 points d'écart, disons, 3 points d'écart, un tiers de l'écart qui vient des retraites. Bon. Pas évident. Pas évident. Ensuite, vous avez la santé. Vous avez un point d'écart sur la santé. Vous avez la politique du logement. Les aides personnelles logement sont 2 fois plus importantes en France que dans l'Union européenne. En revanche, il y a un poste dans cette décomposition qui s'appelle services généraux. Services généraux, bah, c'est le coût des administrations centrales, le coût des services du Premier ministre, le coût de la diplomatie, des préfectures, enfin tout ce qui est un peu les services régaliens. Bon. France, 4,1% du PIB, zone euro, 4,0%, Union européenne, 3,7%. Il y a très peu de différence. Là, beaucoup de gens sont persuadés, malheureusement aussi, c'est ça qui est difficile à expliquer, sont persuadés que bah, c'est très simple aussi de faire des économies. Il suffit de, alors je vais caricaturer, il suffit que l'Élysée change moins souvent ses moquettes. Mais non, le budget de l'Élysée, de Matignon, du Premier ministre, tout ça, et des assemblées, tout ça pris ensemble, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est même pas 1/1000 des dépenses publiques, même pas 1/1000. Vous pouvez diviser par 2. Vous allez faire une économie qui sera ridicule, négligeable. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est les retraites, c'est la santé, c'est la politique du logement, c'est ce qu'on appelle, alors vous avez un poste qui s'appelle les affaires économiques. Les affaires économiques, c'est toutes les subventions aux entreprises. Vous avez un très gros écart aussi, de l'ordre de presque 2 points de PIB. Alors là-dedans, vous avez le CICE, ça en explique la moitié. Parce que le CICE, c'est un crédit d'impôt. Et pour les comptables nationaux, là on est en comptabilité nationale, les crédits d'impôt c'est la même chose que des subventions. Économiquement, un crédit d'impôt c'est une subvention. Ça n'a strictement aucun rapport avec l'impôt que vous devez payer parce que ça vous est remboursé de toute façon. C'est pareil pour les crédits d'impôt pour les ménages. Un crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, vous y avez droit et si vous ne payez pas assez d'impôts, ben, l'État vous fait un chèque ou un virement. Bon. Donc ça n'a rien à voir avec l'impôt que vous devez payer, c'est une aide, c'est une subvention économiquement. Donc nous avons dans l'affaire économique, nous avons les crédits d'impôt, donc on a le CICE qui à lui seul fait un point de PIB, qui va disparaître et être transformé en baisse de cotisation. Donc l'écart va être réduit. Mais
il reste quand même que c'est aussi un poste pour lequel on dépense, on a beaucoup plus de dépenses que dans les autres pays. Mais c'est quoi ces dépenses, ces aides et subventions en faveur des entreprises? C'est les aides au transport, les subventions à la SNCF, les aides aux transports régionaux, c'est les aides à l'agriculture, ils sont là-dedans, c'est les aides à la recherche. Voilà, il y a plein de choses. Alors, qui sont plus ou moins discutables. Plus ou moins discutables. Les aides à la recherche et à l'innovation, tous les économistes vous diront qu'il faut les augmenter. Les aides à l'agriculture, ils vous diront que non, et qu'on ferait mieux de les réduire. Bon, je ne pense pas que les agriculteurs soient d'accord avec cette vision d'économie, c'est pas facile, c'est pas évident. La défense, bon, la défense, on dépense beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que l'Allemagne, beaucoup plus que l'Union européenne. Ça explique une partie de l'écart. Hein. Ça explique à peu près un demi-point de PIB par rapport à la moyenne européenne. Bon, là, nous avons des responsabilités particulières. Mais normalement, cet écart, il devrait diminuer, puisque, en théorie, tous les pays de l'OTAN devraient aller jusqu'à 2,0% du PIB. Nous, on y est presque. Les Anglais y sont. Les Allemands en sont très, très, très loin. Voilà, donc oui, il faut réduire les dépenses publiques. C'est pas facile. C'est pas facile parce que derrière toutes ces dépenses, derrière chaque euro de dépenses publiques, il y a un ménage ou une entreprise. Chaque euro de dépenses publiques va dans les poches d'un ménage ou dans une entreprise. Et donc forcément, n'est pas content. Forcément, ça a des effets négatifs, réduire les dépenses publiques. Ça a des effets négatifs sur ces ménages ou sur ces entreprises. Ça a des effets négatifs sur l'activité. Toute la difficulté, c'est de dépasser ces effets négatifs à court terme, pour se dire que à long terme, il faut le faire, parce qu'à long terme, il faut réduire le déficit public, parce qu'à long terme, il faut réduire la dette publique. Alors aujourd'hui, pourquoi réduire la dette publique? Parce que si elle augmente trop, si elle devient incontrôlable, on risque une crise des finances publiques, comme en ont connu certains pays, avec des taux d'intérêt qui augmentent fortement, jusqu'au point où on est obligé de demander l'aide de nos partenaires ou l'aide d'institutions internationales, et en général, c'est toujours très douloureux. Alors il se trouve qu'aujourd'hui on est dans une situation pour beaucoup qui est un peu différente, puisque nous avons des taux d'intérêt qui sont négatifs. Donc aujourd'hui, la question pour beaucoup c'est mais alors pourquoi est-ce qu'il faut continuer à essayer de réduire la dette publique, puisque on peut gagner de l'argent en empruntant finalement, puisque les taux d'intérêt sont négatifs. L'État gagne de l'argent en empruntant. Oui, c'est vrai. Sauf que, en fait, l'État ne rembourse jamais ses dettes. Enfin, il les rembourse, plus exactement, il les rembourse, mais il réemprunte automatiquement le même montant. Il rembourse en réempruntant, puisqu'il a un déficit. Comptablement, il ne peut rembourser ses dettes qu'en réempruntant le même montant et un peu plus pour couvrir son déficit. Donc aujourd'hui, on peut emprunter à des taux négatifs, on emprunte en moyenne pour 8 ans. Donc dans 8 ans, il faudra rembourser. Aucun économiste ne peut vous garantir que les taux d'intérêt seront toujours négatifs dans 8 ans. Et s'ils redeviennent positifs et très positifs et supérieurs au taux de croissance de l'activité économique, eh bien on risque de repartir dans un cercle vicieux d'accumulation de la dette, d'accumulation du déficit et des charges d'intérêt. Ça peut durer très longtemps. Personne ne peut vous dire jusqu'à où la dette publique peut augmenter. La dette publique japonaise, elle est supérieure à 200% du PIB. Mais la dette publique espagnole, elle était à peine plus de 60% lorsque l'Espagne a connu une grave crise dans les années 2011-2012. Donc ça peut arriver à des niveaux d'endettement très différents, ça dépend de tas d'autres facteurs, la crédibilité de la politique économique, la solidité des institutions, le fait par exemple que les Japonais ont une épargne gigantesque qui leur permet d'avoir, de financer non seulement l'État japonais, mais même l'État américain. Pas du tout la même chose que l'Espagne,
qui en fait avait une dette, non seulement une dette publique relativement faible, mais qui était une dette extérieure, qui était une dette vis-à-vis de non-résidents espagnols qui se sont retirés brutalement. Donc c'est des situations totalement différentes. Donc voilà, donc ça peut continuer comme ça encore pendant un certain temps, hein, mais je pense qu'on prend des risques en continuant à s'endetter, on prend des risques et que si on appliquait le principe de précaution aux finances publiques, on se dirait qu'il y a un risque, ça a un coût de réduire ce risque aujourd'hui, ça a un coût, il faut en être conscient, mais il faut peut-être supporter ce coût pour éviter d'avoir à prendre ce risque dont on ne sait pas quand il se matérialisera, avec quelle ampleur et dans quelles conditions. Voilà.